I knew that I had to go. I thought that I forgot. Move a little faster. So give me a sign, baby. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce 15e épisode du Podcastologue, le podcast consacré à l'industrie du podcast, ce qui s'y passe, les innovations, le matériel et évidemment celles et ceux qui en font ou qui souhaitent en faire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver mes complices, le trio magique Bruno Guglielminetti et Philippe Chapeau, qui vont nous annoncer très rapidement leur sujet de la semaine. Alors Bruno, tu vas nous parler d'un truc étrange qui n'est pas encore sorti. Le no-mono. T'en dis pas plus ? Bah non. Ok, ça commence bien. Ça commence. Ça ressemble pas à grand chose, le no mono. C'est il y a le solo mot. Ça commence très bien. Non, attendez, foutez pas le bordel. On démarre l'émission. Philippe, toi, tu vas nous parler. Bah moi, alors j'étais un peu absent pendant certains temps là, mais donc j'ai quand même suivi un tout petit peu sur on va dire les derniers jours, le temps de me remettre de cette petite chose qui m'est arrivée et j'ai découvert avec grand plaisir les sorties, plein de sorties. Et puis j'ai aussi Sennheiser qui m'a envoyé un micro dont je vais vous parler. Plein de sorties chez Rode. Je complète. Oui, non, mais il y a beaucoup de gens. Il y a plein d'autres sorties. Mais okay. Oui, mais Rode a fait beaucoup de sorties. Ok, non, donc on va parler de Rode. Ok, non, mais principalement. Tu peux parler de toutes les sorties parisiennes aussi, si tu veux. Moi, j'ai aussi dit, je parle de no-mono. Oui, tu parles de no-mono, mais on n'est pas censé savoir ce que c'est. Et on va lancer donc cet épisode. Mon nom est Stéphane Berthomé. Moi, au moins, je me présente. Je suis au micro avec Bruno Guglielminetti, réalisateur et producteur du Balado Mon Carnet. Et on a le plaisir de retrouver notre complice Philippe Chapeau, le fondateur du Podcast Magazine, qui nous a beaucoup manqué, même si on a quand même bien rigolé en ton absence. Mais tu nous as manqué, puis on a eu des pensées pour toi, Philippe. Ouais, c'est gentil. Je suis très heureux de vous retrouver, puis de vous avoir écouté, parce qu'on se rend compte en fait de l'importance du podcast quand on le fait pas en fait, et quand on l'écoute, on dit mais j'aurais bien voulu leur dire de trop trucs. D'ailleurs, j'ai quelques remarques à propos de choses que vous avez annoncées et qui sont assez. Alors, j'ai une remarque par rapport l'audio spatial et comment faire de l'audio spatial avec simplement 2 micros. Et ça, j'en avais parlé. On avait fait une masterclass avec la dernière masterclass qu'on a fait avec monsieur Imeros, qui a un podcast et qui a fait vous allez voir, je vous en parlais tout à l'heure, comment arriver à faire du podcast binaural simplement. Ok, et on ajoute ça dans notre to-do list. On rappelle que nos partenaires les partenaires de ce balado sont Eddy Sound et BAM Music, et on peut maintenant directement rentrer dans nos sujets. Alors, Bruno, dévoile-nous ce qui est ce mystérieux no-mono. Eh ben, no-mono. No-mono, ça veut dire que c'est pas mono, c'est stéréo. Exactement. Ouais, non. Non, je pense que c'est une évocation qui va beaucoup plus loin que la mono ou la stéréo. Mais c'est en partant, c'est une initiative qui vient de Norvège. Alors on enlève les joueurs habituels et c'est donc simplement, là, c'est une ensemble. Ils appellent ça une capsule sonore. Alors, l'idée là-dedans, le concept, c'est de simplifier la vie des gens qui doivent faire des captations de discussions ou d'événements, mais principalement, c'est bon pour les entrevues. Et donc, vous arrivez, vous avez une coupole, si vous voulez, et à l'intérieur de cette coupole-là, vous retrouvez 4 microphones qui ressemblent un peu au Rode Wireless Go là, qu'on connaît. Et donc, ces 4 microphones-là, vous les installez sur vous et vos invités. Il y en a 4 qui viennent avec la trousse. Vous avez un par personne, évidemment. Ouais, vous avez un boîtier que vous installez dans le milieu de la pièce. Et puis, quand vient le temps de l'enregistrement, ça prend 30 secondes d'installer ça. Il n'y a pas de fil, il n'y a rien. Et quand vient le temps de faire l'enregistrement, vous appuyez sur le bouton d'enregistrement et voilà, c'est parti. Et vous avez un enregistrement qui se fait automatiquement. La magie, ça, jusqu'à maintenant, tout le monde peut le faire, mis à part l'absence de fil, là. Mais la magie, elle se retrouve après dans le processing, pour utiliser un mot français de France, de l'expérience, parce que tout l'enregistrement est pas fait local, mais est envoyé, est fait pour un moment, là, est storé rapidement dans le boîtier, mais par la suite est envoyé dans l'info nuagique, dans le cloud, et c'est à partir de ce moment-là que la magie se fait, et il y a absolument aucun bouton
sur l'ensemble technique de cet appareil-là. Tout se passe sur une application disponible ou sur Apple ou sur Android. Et à partir de l'application, vous pouvez décider et là, c'est l'intelligence artificielle qui rentre au travail, là, de travailler le son et donc d'enlever tout ce qui est bruit d'ambiance. Meilleur exemple, si vous allez faire un tour sur le site, vous allez voir, on retrouve 3 personnes dans une cathédrale, mais vraiment une cathédrale, et on a le son qu'on entend d'habitude de cathédrale. Et là, tout simplement, en sélectionnant le son travaillé, tout l'écho, toute la résonance de la cathédrale disparaît et on n'entend que la voix des 3 personnes. Ouais, je l'ai écouté, c'est assez bien fait, c'est assez bien réussi. Et c'est assez. Les 3 autres exemples, à la limite, on pourrait les refaire en studio. Mais ça, là, c'est vraiment fait. On voit là comment ça fonctionne. Et la beauté de l'affaire. Donc, ça, c'est l'appareil en tant que tel. Et vient avec la capsule sonore Nomono la possibilité de faire de l'édition où vous téléchargez par la suite les fichiers en local et vous montez avec un logiciel d'édition. Ou sinon, vous pouvez utiliser leur solution en infonuagique. Et donc, qui est un éditeur traditionnel, mais qui est disponible à partir du web. Alors, tout ça... La question, c'est combien ça coûte? Ben oui, c'est ça. Alors, tout ça, c'est disponible pour la rondelette somme en dollars américains de 2490 $. Mon Dieu! Et en dollars canadiens, ben, c'est 3700 $. Ben, attends, Bruno, quand même, c'est quand même cher payé pour 3 micros sans fil. Là. Alors attends, non, parce que je suis en train de regarder. Attention, tu as un Space Recorder, et ce Space Recorder, c'est un élément que tu places au milieu d'un endroit et qui, lui, a 8 micros ambisoniques. Ok, donc en plus, tu as une prise de son ambiance. C'est-à-dire, non seulement tu as tes micros, tes 4 micros que tu mets sur les personnes. Attention, ce sont des micros omnidirectionnels. Ça veut dire que dès que tu as de la nuisance sonore, c'est mort. Non, sauf que tu as un traitement qui se fait via l'IA, comme l'expliquait Bruno, qui te permet de faire un nettoyage directement des bruits extérieurs. Leur test est bien fait. Leur test est bien fait. Non, mais le test, il est nettoyé. Mais à voir vraiment l'utilisation, parce que le problème des micros omnidirectionnels, comme les micros qu'on connaît, les Blue Yeti, qui est le micro omnidirectionnel par référence, il fait pas que de l'omnidirectionnel, il fait aussi les autres fonctionnalités. Il peut faire mais c'est pas optimal, Philippe, en fait. Soit un micro est vraiment conçu pour être directionnel, soit il est omnidirectionnel. Et s'il est omnidirectionnel, il capte Philippe, ce qui est intéressant justement avec le bloc du milieu, ça j'allais enchaîner là-dessus, c'est que lui capte tout le son d'ambiance. Alors par la suite, c'est toi et il est généré sur une piste à part et ce son qui est capté par le bloc du milieu, qui est le micro d'ambiance, te permet de garder l'ambiance ou de dire à l'ordinateur tout ce que tu entends à l'extérieur des voix, tu coupes ça. Ok, il te fait une sorte de room tone, il fait un room tone qui identifie ensuite l'ambiance de la salle, qui permet à l'IA d'aller nettoyer plus proprement que si tu soumets un truc à Enhance ou à Auphonic ou à Descript, par exemple. Oui, parce qu'il a enregistré tout le son pendant tout l'enregistrement. Donc, il sait ce qui sort, qui est pas des voix. C'est certainement plus précis comme nettoyage. Ouais. Oui, et ça, j'avoue que... Et donc, il y a plusieurs exemples qui sont montrés, mais dans celui de la cathédrale, c'est probablement le plus probant parce qu'on entend vraiment la différence. Les autres, ça aurait pu être rapidement nettoyé. Là, ça fait quand même très cher. Hein? Oui, sauf que comme solution, dépendamment, écoute, si tu fais une fois de temps en temps une balado avec 4 personnes dans un endroit public, c'est une chose. Mais des gens qui se déplacent, des associations ou des producteurs de podcasts, d'avoir ça dans leur outillage, un kit comme ça qui se déploie rapidement dans un salon du livre ou dans un salon de peu importe, t'enregistres tes conversations et après tu repars avec ça et tu as tout enregistré, à toi après de décider le niveau d'ambiance que tu veux mettre ou si tu veux donner l'impression que ça est enregistré en studio. Moi, j'avoue que le 3700 $ canadiens là, ou le 2500 € là, pour arrondir, peut-être que je le sortirais. Mais cela étant dit, alors, c'est 4 micros. Hein. C'est 4 micros quand même. Alors, est-ce que, je sais pas si on peut connecter des lavaliers. Non, il n'y a que ça. Comme on peut faire avec les Wires Go 2.
Et donc ça, c'est peut-être un peu l'écueil aussi qu'on va pouvoir trouver de ces microphones, c'est de pas avoir la possibilité de mettre des lavaliers directionnels qui justement nous permet de faire et de l'omnidirectionnel et du directionnel si on a vraiment besoin d'avoir du bon son comme font les wireless Go 2. Ouais, mais là pour le Wireless moment, je t'arrête 2 secondes. Là pour le moment, c'est un système qui est propriétaire. Et moi, je trouve ça intéressant de voir que ça se fait. Maintenant, c'est une entreprise de Norvège qui l'a sorti. Laissons 1 an et c'est sûr que ça va inspirer d'autres joueurs à le faire. Et là, les prix vont descendre. Mais pour le moment, ça existe maintenant et c'est assez bluffant d'entendre ce que ça donne. Alors, laissons jouer la compétition puis on verra. Non, mais c'est intéressant. Ce qui me semble quasiment le plus intéressant, c'est effectivement le boîtier central qui prend un room tone puis qui prend une captation d'ensemble, qui ensuite va désigner à l'IA exactement ce que tu veux supprimer. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai réessayé Adobe Enhance récemment et j'ai trouvé que le résultat était moins bon qu'il y a quelques mois. Je me demande si l'évolution des fonctions est pas en train de déraper un peu. Parce que j'ai trouvé que ça nettoyait moins bien que ce que j'avais constaté il y a quelques mois. Mais ceci dit, l'autre option, c'est d'avoir 3 micros, effectivement, wireless Go 2 avec un petit lavalier, un petit micro Shure lavalier qui va te donner quand même un son assez propre et de faire un nettoyage par Enhance ou Descript. Descript le fait. Je savais même pas que Descript le faisait. Je l'ai découvert il y a quelques mois. Mais oui, mais pour aller t'installer, ça va te prendre. Tout en un. Mais pour aller t'installer, ça va te prendre combien de temps? Là, on parle d'un kit. Et puis tu peux pas. Non, mais tu peux pas en avoir plus de 2 avec Wireless Go. Tu peux pas mettre 2 kits? Non. Ouais, ok. Tu mets 2 kits de 2. Mais 2 kits de 2, il faut arriver à les synchroniser, les enregistrer indépendamment. Ouais. Donc ouais, en effet, je pense qu'il y a la simplicité de et puis je pense que ça va baisser peut-être. Là, ils ont fait un financement participatif. Ils ont eu 2000 personnes qui ont participé. Donc au début, ils les vendent cher pour voir ce que ça donne et après peut-être ça baissera. En tout cas, c'est vrai que ils peuvent nous en envoyer un exemplaire pour qu'on essaye. C'est une très bonne idée. Et je termine avec ce fait-là aussi parce qu'on parlait justement dans biophonie, en tout cas de spatialisation du son. Le micro central, donc qui prend le son de l'endroit, il sert aussi à savoir où sont les gens qui parlent. Et donc, si on active la spatialisation du son, si on veut jouer avec le Dolby Atmos, on a 4 participants qui sont à 4 endroits dans notre cerveau. Et s'ils se déplacent, ils se déplacent dans nos oreilles. Et c'est pour ça que c'est pas simplement un système de captation sans fil, c'est vraiment tout un système embarqué. Et moi, je trouve ça intéressant, c'est assez prometteur. Non, ça peut être intéressant. Et puis, justement, pour la spatialisation, peut-être aussi, ça peut être intéressant. Et pour info, donc, no mono, c'est no more noise, no more knobs, no more mono. Mono. Ok, ils ont été chercher ça loin. Ceci dit, je vous en donnerai des nouvelles, mais je me suis commandé le Zoom H3 VR, qui est le petit, la petite pyramide de chez Zoom qui a 4 micros, un en haut, un en bas, un de chaque côté, et qui te fait aussi un enregistrement spatial. Qui prend un bon son de la pièce aussi, au passage. Je vais l'essayer, puis je vais voir ce que ça donne. Je suis impatient d'essayer ça. C'est vrai que c'est quand même intéressant. Dans l'ordre des nouveautés, alors Philippe, toi, tu voulais nous parler de Rode entre autres, mais d'autres nouveautés. Ouais, alors en fait, on va d'abord commencer par Rode. Tu en as parlé, je pense déjà, mais assez impressionnant de voir toutes les nouveautés qu'a annoncé Rode au NAB, et puis assez marquant de voir qu'ils annoncent ça au NAB, qui est pas forcément la mecque du podcasting, mais qui est la mecque des broadcasters. Tu nous glisses le NAB, c'est à Las Vegas. National Audio Broadcasting Convention, qui est un événement, un des plus gros événements mondiaux, on peut dire, mais qui est quand même très orienté sur le marché américain. Il y a beaucoup d'acteurs internationaux qui y vont pour attaquer le marché américain, beaucoup moins qui vont pour développer leur marché à l'international. Mais le NAB, c'est l'équivalent de l'IBC, International Broadcasting Convention, à Amsterdam pour les Européens. Mais ça va aussi au-delà. Il y a beaucoup d'internationaux qui viennent C'est vraiment broadcast. C'est-à-dire que c'est radio, c'est télé, c'est satellite, c'est streaming, c'est production.
c'est pas si important que ça parce que Bruno Guglielminetti n'y était pas cette année. Non, c'est très. Donc, je vais te dire, Ils m'en ont parlé. Ils m'ont dit. Ça donne la dimension de l'événement. Bruno, tu n'y étais Non. pas. Alors, Arrêtez, messieurs, de colporter c'est vraiment un ces rumeurs. petit événement local. Non, c'est un événement qui est très important. Et Oui. moi, je me souviens, quand je débutais dans ma carrière de radiodiffuseur, il y a... Avant que tu aies des écailles. Oui, exactement. Tu vois, j'ai écouté l'épisode d'avant. Tu vois qui nous écoute. Je vois. C'était l'endroit à être. Puis après, tranquillement, pas vite, quand on est dans la production numérique, ben le CES a un peu tassé le NAB. Et puis, c'est ça. Ouais, le CES qui a repris un peu aussi de puissance avec le NAB Radio qui a été mélangé cette année. Donc bon, voilà, c'est quand même un bel événement pour ceux qui veulent se déployer, surtout aux États-Unis. Voilà. Et donc ils ont fait cette annonce. C'est Ryan Burke, qui est le product manager, product director de Rode, qui a annoncé un certain nombre de nouveautés, dont bien entendu le PodMic USB. Alors le PodMic USB qui ressemble quand même beaucoup au Shure MV7 maintenant, et qui est moins cher, puisque on est à $199 pour le Rode, le PodMic USB. Alors, on va commencer par s'y perdre avec ces noms, parce que le PodMic USB, qu'est-ce qui est XLR, qu'est-ce qui est pas USB, ça va être un peu compliqué, mais en fait, c'est un micro dynamique cardioïde comme le MV7, donc directionnel, et c'est vrai qu'il a cet avantage de se connecter à un iPhone. Et un PodMic qui se connecte à un iPhone, on sait que le PodMic est assez reconnu, hein. Même, il y a beaucoup de radios qui, aujourd'hui, utilisent les PodMic dans leur studio en XLR. Le fait de l'avoir en USB, moi je me rends compte à quel point le MV7 est surprenant, parce qu'on peut l'utiliser de très belle manière en USB sur son téléphone ou en XLR sur ses consoles ou sur ses enregistreurs. Ben là, c'est une nouveauté qui est quand même assez intéressante. Mais les grosses annonces, à un prix quand même vachement intéressant. Oui, $199 en euros, ça doit faire 180 €, je sais pas, j'ai pas regardé en euros combien. Même pas 170, quelque chose. Bah, ça dépend, des fois ils ajustent les prix, c'est pas en fonction du cours de la monnaie, mais le MV7 est à 268 quand même. Donc il y a une centaine d'euros. Le MV7 ici, le MV7 est vachement plus cher ici, hein. Ouais, nous il est à 268 euros. Il est largement au-dessus des 300 ici au Canada. Bah, oui, mais en même temps, mais les autres sorties, mais les autres sorties sont vachement intéressantes aussi. Alors là, touche-nous en deux mots, parce que là, il y a du matériel. On s'adresse quand même de plus en plus, j'ai l'impression, je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais aux streamers. On s'oriente quand même beaucoup streamer, et notamment par cette fonctionnalité TRRS, c'est-à-dire la fonctionnalité de pouvoir brancher un micro-casque directement sur ces deux nouveautés qu'ils ont annoncées, le Streamer X et le Rodecaster Duo. Alors le Streamer X qui est à $399, qui est quand même un prix, 350 €, peut-être un peu moins de 350 €. Là, l'idée derrière tout ça, c'est de se dire, on veut avoir une caméra qui va au-delà de sa caméra qu'on a sur son ordinateur ou d'une caméra USB classique. On veut utiliser une grosse caméra 4K, ou on veut utiliser un appareil photo avec cette définition qu'on sait qu'ont les streamers la plupart du temps, les YouTubers, et donc de pouvoir avoir un outil très simple qui nous permette de configurer plein de pistes audio, parce que l'audio est important, et que le mec se filme et puis après se connecter avec toutes les plateformes qu'on connaît qui permettent de pouvoir agréger une capture d'écran d'un navigateur, un jeu vidéo, des gens sur WhatsApp ou sur n'importe quelle autre visioconférence. Donc en fait, c'est vraiment un outil qui a une carte de capture vidéo en HDMI de 4K. Donc on peut vraiment mettre un appareil photo, une grosse caméra directement en HDMI, puisqu'il y a la connectique HDMI, il y a un pass-through aussi de HDMI, c'est-à-dire que on va pouvoir passer au travers du Streamer X pour aller ensuite vers un autre banc de montage ou un affichage de sa vidéo sur un écran, par exemple. Et puis on a beaucoup d'entrées audio qui sont disponibles avec des faders et des gros boutons pour pouvoir configurer les différentes audios qu'on a dans ce Streamer X. Donc le Streamer X, il est intéressant. Donc la nouveauté, c'est ça, c'est un duo audio-vidéo de grande qualité. De grande qualité, avec la possibilité de mettre ce micro-casque qui est intéressant en aller-retour. C'est-à-dire qu'on peut parler, on peut
comme une entrée audio. Au lieu d'avoir un micro qu'on va brancher, on va avoir vous savez, ils ont sorti aussi il y a pas longtemps le NTH 100M, qui est un micro casque intégré pour les streamers qui a une très bonne qualité. Pour les podcasteurs, j'ai jamais essayé, donc ça vaudrait le coup de tester le micro de ce NTH 100. Donc on branche ce micro casque, ça peut être aussi n'importe quel autre micro casque, et bien entendu, on a la capacité à pouvoir l'utiliser comme son micro principal, et surtout à parler avec les gens et à avoir le retour de l'ensemble des éditions audio qui sont mixées. Donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir tout ça. Bien entendu, la compatibilité de ce Streamer X avec les Rode Wireless Go et Wireless Me, c'est-à-dire qu'ils ont intégré en fait à l'intérieur du Wi-Fi et du Bluetooth, et ils ont aussi intégré cette capacité à se connecter uniquement au Rode Wireless Go, et on peut connecter jusqu'à 2 micros Wireless Go sur le système, et puis ce micro casque. Donc voilà, ça, et il y a 2 petits boutons, un bouton pour arrêter l'audio quand on veut muter l'audio, et un bouton pour fermer la vidéo quand on veut fermer la vidéo. C'est vraiment une utilisation streamer en fait. Et à côté de ça, ils ont aussi amené une console qui est une Rodecaster un peu plus petite en fait, avec 2 entrées. Et là on est vraiment sur la copie de la Rodecaster Pro 2. Ouais, avec les mêmes fonctions. On a quasiment les mêmes fonctionnalités. Elle est aussi puissante que la Pro 2. On peut avoir 2 connectiques USB-C, donc 2 ordinateurs pour des sources différentes, une configuration en Bluetooth. Alors, j'ai pas encore vu si c'était du Bluetooth Hi-Fi, ce qui était un peu le problème, mais je pense qu'ils ont fait la même chose que dans le Rodecaster Pro 2, c'est-à-dire ils ont passé le Bluetooth en Hi-Fi. C'était un des inconvénients de la Rodecaster Pro, c'est qu'elle avait pas de Bluetooth Hi-Fi, et donc la qualité audio du Bluetooth, quand on connectait son téléphone, était pas vraiment suffisante par rapport à une PodTrack P8 de Zoom par exemple. Donc là, on a cette fonctionnalité Wi-Fi, on a la capacité à aussi connecter les wireless de la marque Rode directement sur cette Rodecaster Duo, et comme tu as dit également, ils ont ouvert le firmware de la Rodecaster Pro 2 à cette fonctionnalité wireless, c'est-à-dire que tous ceux qui ont la Rodecaster Pro 2, ils avaient déjà pensé à cette mise à jour. Ils avaient déjà prévu, en fait, au niveau matériel et software à l'intérieur, enfin, c'est plutôt matériel, parce que là, on est quand même dans la réception wireless. Donc, ils avaient prévu ça dans la Rodecaster Pro 2. Ils l'avaient pas ouvert, et là, ils l'ont ouvert avec la sortie du Rodecaster Duo, qui est quand même à $499. Donc, c'est quand même assez cher. Il y a 2 entrées micros qui sont des duos. Vous savez, on peut connecter soit du gros XLR, soit du gros jack, soit du gros jack, soit de l'XLR, et bien sûr avec une entrée ligne. Ça veut dire que vous pouvez brancher des instruments directement. C'est la même chose que la Rodecaster Pro 2, mais seulement avec 2 entrées, 2 sorties casque, et puis 4 faders qui sont assignables comme on veut. Et notamment, on peut très facilement assigner son wireless, on peut très facilement assigner son casque micro en un clic, ou n'importe quel connectique avec un jeu ou sa carte audio qu'on a sur un de ces 2 ordinateurs qu'on peut connecter. Donc c'est quand même assez puissant. Ouais, c'est vraiment mais c'est bien parce qu'ils étendent la gamme et en même temps ils ouvrent ils font une mise à jour du firmware des Wireless Go 2. Ils vont mettre à jour aussi le logiciel de téléchargement et récupération des fichiers qui était quand même un peu daté, faut le dire, c'était vraiment complètement mal foutu. Là, tu peux pas les extraire en un clic. Là maintenant, tu pourras faire du glisser-déposer directement dans tes fichiers d'ordinateur. Donc là aussi, même les boîtiers Wireless Go 2 vont être mis à jour et vont bénéficier de nouvelles fonctions là. Ouais, et puis à noter la charge case pour le Wireless Go 2 qui permet de recharger en fait et 30 heures d'autonomie de ces Wireless Go 2 où on peut avoir deux récepteurs et deux émetteurs et un récepteur puisque c'est un récepteur qui capte ces 2 micros et qui permet de recharger très rapidement et très facilement ces Wireless Go 2. Et puis est protégé efficacement parce que, excuse-moi de te couper, mais la petite pochette dans laquelle il te file
filet, les wireless Go-To, là, elle est vraiment minimale et elle offre pas une protection extraordinaire. Donc là, tu vas avoir un boîtier un peu rigide dans lequel tu pourras les ranger et où ils vont se recharger automatiquement. Puis quand tu es en extérieur, c'est vraiment formidable parce que déjà, ils sont quand même assez autonomes, mais là, tu vas doubler l'autonomie sans avoir accès à une prise électrique. Donc c'est vraiment cool. Ouais, non, c'est vraiment une belle sortie. Ils ont sorti aussi, bien sûr, des accessoires, hein, comme un sac qui permet de ranger plein de produits Rode. Oui, j'ai vu un sac à dos là. Voilà, qui est aussi important parce que c'est vrai qu'on n'a jamais assez de bons rangements pour pouvoir être en mobilité, surtout avec les outils qui sont de plus en plus petits. Pour les retours qu'il y a eu, en effet, le Duo est très intéressant parce que de plus en plus de streamers cherchent à avoir des outils qui sont petits, qui ne se mettent pas sur la table. Donc l'avantage, c'est que vous avez une connectique 3 pouces, vous savez, la connectique classique pour les micros, en fait, où vous pouvez mettre votre Duo directement sur un pied ou pour ne pas l'avoir sur votre bureau et ne pas déranger et puis faire un peu plus joli aussi en termes de présentation. Et puis voilà, donc c'est assez intéressant. À noter aussi quand même l'évolution du NT1. La 5e génération. La 5e génération qui est devenue USB et qui est un des microphones aujourd'hui qui est quand même un beau microphone qui maintenant c'est le premier condensateur de studio à offrir la connectivité XLR USB. Tiens, et je vous pose la question là maintenant. Moi, Philippe, je te garde toujours un chien de ma chienne puisque tu m'as quand même fait acheter un Logitech hors de prix, mais que j'adore là, dont j'aurais du mal aujourd'hui à me départir. Mais je vous pose la question. Avec tout ce qui s'est passé depuis l'année dernière dans l'évolution du matériel, qu'est-ce que vous utiliseriez comme micro à un prix raisonnable? Je vous donne un budget de 500 dollars ou euros. Qu'est-ce que vous achetez comme micro pour participer à l'émission, pour faire vos enregistrements, narration, etc. On parle pas de sortie ou quoi que ce soit en studio là, dans un budget raisonnable. Ce serait quoi votre choix? Parce qu'il y a tellement de choix maintenant que ça devient. Moi, j'ai l'impression que le MV7 commence à prendre un coup de vieux. Ça dépend. Enfin, le problème, c'est que tu peux pas répondre à cette question parce que non, mais sérieusement, si tu veux, allez, prends un risque. Moi, un micro qui il a des actions chez Shure, vraiment, c'est pour ça, non. Ben tu vois, je vais complètement à l'opposé. C'est le Q2U. Bah ouais, le Q2U de Samson. Alors Samson, c'est pas une marque qui est pas très réputée. Hein. Non, qui est pas très réputée. Eh ben, essayez le Samson Q2U qui est XLR et USB. Eh ben, il fait super bien le taf. Et il coûte combien? Il coûte 80 balles. C'est pas vrai. Bah oui. Nous à la Radio House, c'est ce qu'on a. On en a 4 dans la cabine à côté. Et honnêtement, en comparant un micro qui peut être aussi en mobilité, puisqu'il est bien entendu cardioïde, ouais. Il est surprenant et impressionnant. Donc moi, j'aurais tendance à dire que si on veut un microphone qui passe partout, c'est-à-dire qui puisse être utilisé en mobilité, mais qui puisse être utilisé en studio aussi, c'est un micro main, mais que vous pouvez vous mettez un peu façon SM58. C'est ça. Il faisait partie de la sélection des micros du podcast magazine numéro 1. Mais moi, je suis assez surpris par ce micro. Qu'est-ce que tu voulais dire, Bruno? Ah, j'allais dire que sa sélection de micros à main, moi, c'est ceux que j'utilise quand je fais de l'extérieur. Avec le Rodecaster, c'est 4 micros comme ça que j'utilise. Et le son est très bon. Les Q2U? Tu utilises le Samsung Q2U? Et puis sinon, et c'est drôle parce qu'on sait vraiment pas... Il coûte quand même 160 $ ici, ouais, au Québec. Mais là, on s'est vraiment pas consulté, mais moi, comme microphone, je reste encore branché sur le G-Track Pro, qui est celui que j'utilise présentement, qui est une brique, qui est solide, et puis qui arrive à reproduire une bonne voix, qui permet d'être utilisé en différents modes, dépendamment de ce que je voudrais faire, qui est USB, mais qui pourrait aussi, qui a une version, là, je pense, qui se branche sur le XLR, et qui fait amplement le travail. Et qui coûte combien à peu près? Ah, écoute, c'est autour de 150 $. Et c'est un peu il a un peu la forme ou en tout cas le positionnement du NT1 hein, ouais, c'est ça, il ressemble un peu au Blue Yeti aussi, c'est un peu le même type de je trouve qu'il fait plus micro qu'un Blue Yeti. Le Blue Yeti ça a l'air d'un bibelot avec un grillage dans lequel on va... Ouais, mais c'est parce que ça s'adresse à une jeune génération aussi. Ils l'ont brandé. C'est vieux, ça, comme appareil, puis ils ont jamais changé le design. Ils l'ont un peu rebrandé. Si, ils l'ont un peu rebrandé ces derniers temps. Si, regarde les nouveaux modèles, ils l'appellent, je sais plus comment, Black quelque chose maintenant, là. OK, mais c'est plus le Blue Yeti, là.
Oui, c'est le Blue Yeti. C'est le Blue Yeti des jeunes. C'est plus le Blue Yeti de ta génération. Ouais, c'est comme si tu me comparais la Mustang d'aujourd'hui à celle d'avant. Ouais. C'est le même nom, mais c'est je te plus le dis même qu'il a appareil, des écailles, oncle Bruno. Tant qu'on parle micro, je vais quand même vous parler du dernier Sennheiser, puisqu'ils nous l'ont envoyé pour qu'on puisse le tester. C'est tant qu'on y est. Le Sennheiser Profile USB. Et qui est livré avec un petit pied très bien fait, beaucoup plus léger que n'importe quel autre pied, mais de très bonne conception. Et ce micro, il est de très bonne facture pour ceux qui veulent utiliser un bon micro pour faire ses podcasts quand on enregistre seul devant son ordinateur ou quand on fait des visioconférences. Il a vraiment des inclinaisons réglables. Il a un bouton muet. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a un contrôle de gain pour indiquer l'alimentation et l'écrétage audio, un contrôle de mixage pour équilibrer le niveau du micro et de l'appareil. C'est-à-dire que on a la main sur ce qu'on écoute de l'ordinateur et ce qu'on écoute dans le casque, directement sur le micro. Et j'avoue que c'est un truc qui est assez unique. Bon, faut appuyer sur un bouton, c'est pas tactile, mais faut appuyer sur un bouton pour le muter. Ce qui est quand même plus agréable sur certains micros, c'est d'avoir le tactile sur le dessus pour quand on veut muter. Ça peut être bien. J'aime pas trop ça. C'est pour les streamers. Ouais. C'est pour les streamers. C'est le choix. J'aime pas trop parce que je trouve que c'est pas d'une grande précision. Bruno est en train de nous montrer son Samsung là, qui a déjà un bouton du même type. Je constate que ton Samsung, je reviens au Samsung dont tu nous as parlé là, Philippe, il est USB et XLR en plus. Ah oui, bien sûr. Il fait les deux. Il est vachement polyvalent. En fait. Il fait les deux, ouais. C'est pas le USB-C par contre, hein. C'est l'ancienne connectique USB, mais honnêtement le câble est livré avec. C'est vraiment aujourd'hui, moi je trouve pas mieux à qualité, prix. Par rapport à un SM58 par exemple. Ouais. Tu préfères un SM58? Et oui, parce que le SM58 va être beaucoup plus dans les plosifs, c'est-à-dire on va avoir beaucoup plus de plosifs que dans le Q2U. Pourtant, il a une protection avec un filtre à l'intérieur. Ouais, donc tu trouves que je sais pas, moi j'ai hésité aussi avec le SM57 dernièrement, je me disais tiens, j'essaierais bien le SM57 dont on dit que après, honnêtement chacun a, chacun a aussi sa manière de voir. Moi alors pour finir sur le Sennheiser, ce qui est quand même intéressant, c'est le tarif quand même qui est à 129 €. Bras inclus. C'est-à-dire que vous avez un bras qui est inclus et qui est vraiment très bien fait, où il y a un passage de câble qui permet d'avoir. Ils ont mis un long câble USB-C avec. Donc un micro à regarder pour ceux qui veulent avoir uniquement de l'USB, et bien sûr qu'on peut brancher aussi sur son téléphone puisque c'est de l'USB. Donc il marche sur iPhone et sur Android. Bon, cette semaine on aura eu le tour des options d'achat de matériel. D'ailleurs, tiens, pour finir et rapidement, Philippe ou Bruno, qu'est-ce que vous utilisez comme application d'enregistrement sur votre iPhone ? Moi, je l'ai déjà dit, j'ai ma super appli, j'ai ma super appli que je conseille à tout le monde pour enregistrer, mais aussi pour, il fait tout, hein, et en plus tout est gratuit, et c'est malheureux de le dire parce qu'il y a plein d'autres applications qui existent qui sont sympas, mais c'est Voice Record Pro de Beige Apps et Voice Record Pro de Beige Apps. Vous pouvez enregistrer, vous pouvez même éditer directement dessus, vous pouvez transcrire, vous pouvez envoyer sur n'importe quel cloud. Gratuitement en Wi-Fi, vous pouvez envoyer sur un serveur FTP, tout est inclus, tout est intégré, et il y a pas de choses cachées, quoi. Et en plus vous pouvez prendre une photo. Moi ce que j'aime bien, c'est que j'envoie souvent mes journalistes ici pour la radio associative avec laquelle on travaille, qui tout simplement parce qu'en fait on peut ajouter une photo avec, on peut ajouter des notes d'une interview, ou alors on peut, quand on a fini la transcription de l'audio, ajouter la transcription dans les notes, et quand tu envoies dans le cloud sur n'importe quoi, Google, sur une Dropbox ou sur Google Drive, eh bien tu vas avoir 3 fichiers, ta photo, ton audio en Wave et tes notes en TXT. Et tout ça dans un même dossier. Pour le prix, hein. Pour le gratuit, c'est sympa. Ah ouais, et puis enfin si je pense pas qu'ils le mettent payant parce que c'est un mec indé qui fait ça, mais honnêtement sur un téléphone pour moi aujourd'hui ça fait tout. Bruno, toi tu t'enregistres pas sur des téléphones? Moi j'utilise mon bon vieux dictaphone qui vient avec le téléphone.
qui fait amplement l'affaire. Et puis, surtout que récemment, vous avez vu, si vous avez un téléphone iPhone, maintenant, avec la dernière mise à jour, vous pouvez travailler le son. Il s'agit juste de composer un appel. Vous pouvez vous téléphoner, vous n'avez pas besoin de déranger quelqu'un. Et vous allez, vous faites descendre la fenêtre d'en haut. Et il y a un module qui est en haut à droite et qui vous permet de choisir l'audio. Alors, et la sélection, c'est essentiellement de capturer votre voix et de laisser toute l'ambiance de côté. Ou sinon, d'être en mode régulier et donc de laisser entendre un peu ce qui se passe à côté. Et ça change la qualité de l'enregistrement. Il y a un filtre anti-bruit. Il y a un filtre anti-bruit. Avec le nombre de micros qu'il y a sur un téléphone, oui. Alors, ouais. Qui est ajustable maintenant avec l'iPhone. C'est ajustable. Vous m'en apprenez. Ouais, c'est ajustable. Et alors, ce qui est aussi intéressant avec, et ce qui est très rare dans les applications, sur ce Voice Record Pro, c'est que tu peux choisir le micro de l'iPhone que tu utilises. Ah oui, c'est vrai, tu nous l'avais dit, le micro. Et ça, c'est rare. Stéphane, est-ce qu'on va retrouver le lien vers l'application sur l'infolettre? Parce qu'il y a bien des gens qui vont vouloir aller de ce pas. Oui, je pense que ça va être un bon choix, effectivement. Je vais l'ajouter. Les gens tout à vont fait. s'arracher Je l'ajouterai. Oh, ça va être fou. Attends, j'ai dépassé les 700 abonnés sur l'infolettre du Podcastologue, qui c'est pas mal, ça, pour une petite infolettre. Écoute, quand j'étais sur... Petite infolettre, avec toute l'information que tu donnes là-dessus, t'appelles ça une petite infolettre? J'y passe des heures. C'est fou le temps que ça me prend, je vous jure. Enfin bref. Bon, alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu. On s'est dit la dernière fois avec Bruno qu'on en parlerait avec toi. On parlait de beaucoup de montage, de nouvelles techniques de montage, de l'intelligence artificielle, du fait qu'on peut reproduire les voix des uns et des autres, etc. Et on s'est dit cette semaine, on va parler un peu de l'éthique de la réalisation, de l'éthique du montage, de l'éthique en général dans les podcasts et les balados. Donc, je vous lance le sujet comme ça. C'est sûr qu'il y a un peu d'IA dans ce sujet-là. Il y a toujours un peu d'IA maintenant dans n'importe quel sujet. Mais fondamentalement, déjà, moi, je trouvais intéressant de parler de la question tu sais, est-ce qu'il y a une éthique en réalisation quand on réalise un balado? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit respecter pour être éthiquement responsable? Moi, je pense que oui, comme par exemple respecter le propos des invités, ne pas déformer ce que disent les invités, être équilibré dans la façon dont on présente les informations. Est-ce que vous avez des cas que vous avez rencontrés? Est-ce qu'il y a des questionnements que vous avez déjà eus? Est-ce que les uns et les autres, là, je vous laisse aller... D'abord, la question, c'est est-ce qu'il y a une bonne façon de faire un balado? Moi, je pense que on a un certain nombre de types de podcasts natifs qui ont vu le jour. Il y a beaucoup de gens qui copient ces méthodes de réalisation. Il y a des choses qui sont en train d'être inventées aussi. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait forcément une manière obligatoire, précise de faire un podcast. Je pense qu'il y a encore plein de choses à inventer, que les gens ne sont pas assez créatifs. En général, si je dois un peu résumer, c'est que on entend beaucoup des podcasts démarrer et maintenant des gens aller à l'encontre de ça par présentez-vous. Enfin, il y a plein de choses très classiques qui se font, mais il n'y a pas forcément de formats très originaux. Et je pense qu'il faudrait des nouveaux formats un peu plus originaux qui sortent et ça devrait arriver si tout se passe bien. Après, sur l'utilisation d'outils à l'intérieur de son podcast, moi, il y a de toute façon il y a des réglementations qui vont se passer. Il y a des réglementations sur la musique qui sont en train de se mettre en place avec la SACEM pour la France, où tu peux pas utiliser de la musique comme tu veux, alors qu'avant tout le monde faisait comme il voulait. Il y a la publicité, où il va falloir annoncer maintenant que c'est une publicité, que c'est un message sponsorisé. Ou un partenariat. Ou un partenariat, parce que jusqu'à maintenant, tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait, et donc il y avait pas il y avait pas de problème. En Angleterre, en France, c'est en train de changer, puisqu'il y a des associations qui font attention en radio, en télé, à ce que il y ait pas de publicité déguisée. Ça va être la même chose dans le podcast. Et puis sur l'intelligence artificielle, pour terminer, je laisserai après la parole à Bruno. Moi, je trouve que tant qu'on peut l'utiliser, utilisons-la, parce que je suis pas sûr que ça soit encore pour longtemps. Ah ouais, à ce point-là. C'est drôle, tu vas un peu à l'inverse de la tendance de beaucoup qui disent « Ouh là là, ça y est, on va être submergé, ça va... » Non, je pense que ça va être régulé. Bruno? Ah c'est drôle, mais moi je pense pas que ça va être encadré, mais pas d'une façon où ça
empêcherait les producteurs d'audio ou de vidéo de les utiliser. Simplement qu'il y aura probablement des mentions plus évidentes qui devront être faites, là. Des disclosures, comme dirait Shakespeare. Ça, j'ai l'impression que ça va arriver. Mais sinon, pour le reste, moi, j'ai l'impression que ça va être business as usual. Et d'autant plus qu'il y a beaucoup d'intérêt au niveau des producteurs de contenu. J'allais dire les petits comme les grands, ils vont y voir leur intérêt d'utiliser ces choses-là. Mais après, il faudra voir c'est quoi le niveau de transparence qui est demandé pour l'utilisation d'outils de cette façon-là. Moi, je pense que ce qu'il faut dire aux gens aussi, c'est que on n'arrêtera pas l'IA. Malgré le fait que certains aimeraient qu'il y ait un moratoire et tout ça, j'ai l'impression que ce qui est en train de se produire n'est pas prêt de s'arrêter et va prendre de l'ampleur. Je suis intimement convaincu que on voit d'une semaine à l'autre quasiment les outils se développent encore plus, les options les choses vont se nicher dans des endroits auxquels on ne pensait pas au départ. Donc j'ai l'impression que non seulement ça va pas s'arrêter, mais en plus ça va s'amplifier aussi bien en qualitatif qu'en quantitatif. C'est-à-dire qu'on va retrouver l'IA dans de plus en plus de domaines avec de plus en plus d'efficience et je crois vraiment que il va y avoir deux catégories de gens, et je l'ai pas inventé, je l'ai lu et je pense que c'est effectivement un point de vue à souligner. Il va y avoir ceux qui maîtrisent l'IA et ceux qui ne maîtrisent pas l'IA. Et j'ai l'impression que dans le podcast, dans la balado, c'est pareil. Si vous n'apprenez pas rapidement à utiliser les outils d'IA, vous allez faire partie de la deuxième cohorte. Alors vous allez pouvoir vous en servir parce qu'ils se simplifient. On le voit bien là. Tous les outils dont on parle, tu vois Bruno, ce que tu nous as parlé, Nomono, utilise certainement l'IA pour de façon transparente pour faire son nettoyage. Mais ça c'est différent. Moi je parle de l'IA pour la création de contenu, pour l'éditorial. Oui, mais moi ça me pose pas de problème de voir l'utilisation de l'IA pour l'éditorial. Au fond, c'est drôle, c'est parce que on est en train de se tordre un peu le cerveau. On utilise bien Google pour trouver des idées, on utilise bien Google pour faire de la recherche, on utilise bien des moteurs de recherche qui sont déjà des mécanismes pas aussi avancés, mais qui sont quand même des mécanismes qui nous aident à construire notre pensée, qui nous aident à avancer dans nos recherches, dans notre façon d'écrire, etc. On fait faire de l'autocorrection, bref, on utilise déjà des outils. L'IA, ça n'est qu'un outil. Alors oui, c'est un outil qui va plus loin, qui permet de construire des sujets. Tu vois, par exemple, moi maintenant, je fais de plus en plus appel à GPT-4 et quand je veux construire un petit truc, un petit texte, machin, j'essaye de voir ce que ça peut donner avec GPT-4. Ouais. Oui, mais je dis pas que t'es contre. Je dis pas que je suis contre. Bien sûr que ça va faire partie du quotidien. Je dis simplement que, et on l'a déjà vu, c'est en train d'être régulé. Puisque ChatGPT a été utilisé ou des Midjourney a été détourné pour créer des visuels qui peuvent changer l'actualité et peuvent désinformer, et donc il va y avoir des régulations, pas des régulations que pour interdire l'utilisation complète de l'intelligence artificielle, on pourra pas, mais pour pouvoir obligatoirement interdire un certain nombre de dérives qu'il va y avoir. Je pense que à part la question de la voix, ça c'est vrai. L'association Les Voix, vous avez vu, ils ont fait une alerte vol de voix. Dans lequel il précise, je vous invite à aller sur le site de lesvoix.fr dans la partie actualité. Il y a marqué donc IA alerte vol de voix, alerte et paragraphe à ajouter dans les contrats comédiens, où ils ajoutent le producteur ou le studio s'engage à ce que les enregistrements dans la prestation du salarié et plus généralement sa voix dans le cadre de la prestation objet du présent contrat ne soient plus utilisés aux fins d'effectuer du machine learning apprentissage automatique. Donc on est bien dans de la régulation. Vous avez encore récemment la famille Schumacher qui a poursuivi un média allemand parce qu'ils ont fait une fausse entrevue avec Michael Schumacher et en utilisant... Ouais, mais là, sérieusement, ça dépasse les limites quand même, on s'entend. Ouais. Ou les photos avec Macron pendant les débordements. Ouais, mais restons sur le balado ou sur le podcast. J'ai quand même l'impression que si on regarde un peu les outils, la façon dont ils évoluent, le nettoyage de son, l'amélioration, on est quand même dans un truc qui est en train de devenir de plus en plus chouette. Et à la fois, ce que je trouve intéressant, c'est que à la fois ça ouvre des opportunités aux gens qui sont des vrais débutants, qui démarrent et qui donc vont pouvoir faire du contenu
déjà d'un certain niveau de qualité intéressant. Et en même temps, pour les gens qui sont de plus en plus pointus, qui sont déjà très avancés, ça offre encore d'autres possibilités d'amélioration du son, de traitement. Je pense que les plugins là vont de plus en plus venir avec des fonctions IA. Et ça va être, c'est assez chouette. D'ailleurs, on les voit, hein, les logiciels. D'ailleurs, dis donc, à propos de plugins, on ne devait pas parler de l'évolution de Hindenburg. On n'avait pas parlé de Hindenburg. Alors, il y a une présentation demain soir à laquelle je vais participer. J'avais fait un article hein, sur Podcast Magazine il y a déjà longtemps quand la version bêta est sortie que j'avais testé. Il y a pas mal d'améliorations. Ils n'ont pas beaucoup changé l'interface. Ils ont simplement rajouté une fonctionnalité bien sûr pour pouvoir retranscrire l'audio en texte et après de pouvoir monter au texte. C'est-à-dire d'aller dans le texte, d'enlever une phrase et de pouvoir enlever cette partie-là. L'avantage, c'est que tu as quand même la timeline au-dessus et que tu peux vraiment éditer après de manière très précise. Ça te permet, quand tu recherches, quand tu as un très long texte, d'aller tout de suite sur le mot que tu cherches. C'est vrai. Bruno te dirait, je vais peut-être le laisser te le dire, que jamais il n'utilisera le montage au texte. Non, mais là, c'est pour aller vite. C'est pour aller plus vite, en fait, pour trouver plus facilement. Moi, la question que je me pose, c'est quand tu utilises le découpage au texte, est-ce que il y a une reconstruction du montage? Comment ça se passe? Parce que quand tu fais un découpage sur le son, c'est très très rare que tu coupes et que t'aies pas besoin de refaire une jonction qui tienne la route avec un crossfade ou quelque chose qui soit un petit peu fin comme réglage. Et je me demande comment tu peux y arriver avec du montage au texte. Alors, est-ce qu'il y a une IA qui travaille derrière ça? Non, pas sur Hindenburg. Hindenburg, vraiment, en fait, il te montre où est l'extrait et à toi après de le supprimer ou de l'enlever. Il l'utilise aussi surtout pour la retranscription, pour pouvoir après faire un copier-coller du texte et bien entendu l'utiliser pour le référencement sur ton site web ou sur un endroit où tu veux publier le contenu pour aussi l'accessibilité aux personnes malvoyantes. Rappelons quand même que cette fonctionnalité-là de la transcription, elle est payante et je regardais les nouveaux forfaits qui vont être annoncés demain. On a un nombre d'heures minimal par mois, puis je me demande même si c'est par année dans certains cas. Mais sinon, ça va être 10 heures de transcription, c'est 7,50 $. 20 heures de transcription, c'est 12 $. 50 $ et 50 heures, c'est 25 $. Ah. Ça, tu parles d'Hindenburg, là? Oui, ça, c'est pour les gens qui auront... Donc, à l'intérieur d'Hindenburg. Et ça, c'est pour les gens qui auront des licences perpétuelles. Donc, qui auront acheté le logiciel. S'ils veulent avoir la transcription, ils devront payer des dollars ou des euros en fonction du nombre d'heures qu'ils veulent utiliser. Alors, je pense que Hindenburg fait une erreur en ajoutant des fonctions payantes dans ses licences. C'est pas du tout la tendance des autres logiciels. C'est pas du tout la tendance de ce qui est en train de se passer dans le milieu. Je pense que je veux pas donner de leçons de stratégie marketing, mais je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Non, je suis un peu d'accord sur l'approche de ce côté payant qui peut faire un peu peur. Surtout quand tu sais qu'il y a des c'est déjà payant en plus, qui l'offrent. Voilà, c'est déjà payant. Hindenburg, il y a des logiciels gratuits qui font de la retranscription, mais ça restera pas gratuit longtemps, hein, faut pas rêver. Il y a un moment où tout le monde va faire payer. Oui, je suis d'accord, mais tu vois, moi je paye Descript à un tarif très raisonnable, je sais plus combien c'est, peut-être 12 $ par mois ou quelque chose comme ça. Le niveau de transcription de Descript est très variable en fonction de qui parle, du contexte, etc. Il reste que j'utilise Descript pour plusieurs autres choses. Descript fait aussi, tu sais, il y a comme un croisement maintenant des fonctions. Tel logiciel fait la transcription, mais fait aussi le nettoyage de pistes, etc., etc. Et de l'autre côté, tu te retrouves avec d'autres logiciels qui font la même chose. Alors, j'ai l'impression que tout ça, ça va aller à l'avenir en se stabilisant, en voyant quel logiciel est meilleur que l'autre, puis c'est eux qui vont prendre le dessus. Ça nous prévoit plein de discussions passionnantes encore dans le podcastologue. Tout à fait. Alors, je pense qu'on arrive au bout
de cet épisode, je vous vois faire des grands gestes. Il y en a un de vous deux qui a rendez-vous chez le dentiste ou Mais c'est vraiment ça en plus. chez mais le tu sais que dentistologue. Chez le dentistologue dans exactement 6 minutes. Bon, alors, bon dentistologue Philippe, avant de terminer cet épisode, je vous rappelle qu'il existe un épisode court uniquement consacré à l'actu que vous trouvez toutes les semaines le mercredi en ligne, 10 minutes d'infos pures. Et puis, je vous remercie tous les deux. On se retrouve dans 15 jours pour un 16e épisode. Puis voilà qui met fin à ce 15e épisode du Podcastologue. Merci beaucoup les gars, c'est toujours un plaisir de se retrouver. C'est un plaisir de te retrouver, Philippe aussi. Moi aussi, avec plaisir. Bruno, as-tu écouté le dernier épisode jusqu'à la fin? L'épisode précédent jusqu'à la fin, tu devrais l'écouter. J'ai mis une petite surprise pour toi. Ce podcast est une production Ghostscript Media. Il est réalisé par Bruno Guglielminetti et moi-même. La musique que vous entendez vient du catalogue de BAM Music. Je remercie notre partenaire Eddy Sound. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt. D'ici là, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur Apple Podcast. Posez des questions si vous voulez sur Spotify. Je vous dis à très bientôt et que l'audio soit avec vous. Et avec votre micro. Bravo les gars, vous étiez presque synchro. Salut, bye bye. J'étais bien parti, c'était bon, je me sentais à l'aise. Kila badaboum, kila badaboum, kila badaboum. Move a little faster. I knew it, I had to go. Move a little faster. Step inside.